Bon, aujourd'hui, on va parler d'un moment que tout le monde connaît. Mhm. Le trajet quotidien, le fameux commute. Le commute, oui. Pour beaucoup de gens, c'est un moment un peu en suspens, une routine entre la maison, le travail. On est un peu dans sa bulle. Exactement. On a la tête ailleurs, les écouteurs sur les oreilles, mais si ces moments transitent, toutes ces heures qu'on passe dans les transports, devenaient autre chose. Une occasion de découverte. Une occasion de lever la tête, en fait. C'est un peu le pari que fait un projet assez ambitieux à Montréal. Ah oui, Aujourd'hui, on se penche sur le programme d'art public du réseau express métropolitain, le REM, qui est en train de transformer ces stations en véritables galeries d'art. On va essayer de comprendre comment et surtout pourquoi on injecte de l'art au cœur d'une infrastructure aussi moderne. en fait, si on veut vraiment comprendre la logique derrière tout ça, il y a une expression qui, je trouve, résume parfaitement l'idée. Ah oui? Laquelle? C'est réenchanter la ville. C'est un concept qui a été popularisé par la chroniqueuse Marie-Hélène Poitras et ça capture vraiment l'esprit du projet. Réenchanter la ville. J'aime bien. L'idée, c'est de se dire qu'on peut retrouver de la poésie, une âme, dans des endroits qui, à la base, sont purement fonctionnels. D'accord. On essaye en fait de rompre avec l'uniformité du béton pour y mettre un peu d'imaginaire, de la beauté, une histoire, quoi. Et le projet artistique du REM, c'est exactement ça. Donc le but, c'est pas juste de nous déplacer d'un point A à un point B. C'est de faire du trajet lui-même une expérience. D'accord. Réenchanter la ville. Je vois l'idée. Mais concrètement, ça ressemble à quoi? J'ai entendu parler d'une installation qui serait particulièrement impressionnante. Mhm. Celle de l'artiste Manuel Mathieu à la station Édouard-Montpetit. C'est peut-être un bon point de départ, non? C'est le meilleur exemple pour commencer, absolument. Il faut visualiser le lieu. Ok. La station Édouard-Montpetit, elle a été creusée à 70 mètres de profondeur, directement dans le roc du Mont-Royal. 70 mètres? Oui, c'est une des stations les plus profondes en Amérique du Nord. Donc l'art là-bas, il n'est pas juste accroché à un mur, il est littéralement ancré dans la géologie de la ville. C'est monumental, c'est certain. Mais je me pose la question. Le voyageur pressé, tu sais, qui court pour attraper son train à 7 heures du matin, est-ce qu'il va vraiment s'arrêter pour contempler la géologie? Est-ce que l'art a un réel impact dans un contexte aussi fonctionnel? C'est une excellente question, et c'est tout l'enjeu du projet. Hmm. L'impact, il est peut-être pas toujours conscient. On n'a pas besoin de s'arrêter 10 minutes de voin pour que ça fonctionne. L'œuvre de Manuel Mathieu, qui s'appelle Le Mont Habité, elle est composée de 5 immenses mosaïques. D'accord. Et ce qui la rend si puissante, c'est qu'il ne s'est pas contenté de dessiner quelque chose de joli. Il a puisé son inspiration dans la roche même qui a été extraite pour construire la station. Ah oui? Le gabbro, c'est cette pierre très sombre, emblématique de la montagne. Donc même si on ne fait que passer, l'œil capte ses formes, ses textures. Et inconsciemment, on ressent ce lien. C'est ça, on ressent ce lien avec la montagne qu'on vient de traverser. L'œuvre nous rappelle ce qu'il y a juste sous nos pieds. Donc l'œuvre est faite à partir de cette pierre. Je pensais que c'était juste une inspiration visuelle. Pas directement, non, mais le concept part de là. Les mosaïques sont faites de tesselles de verre, mais leurs formes, leurs couleurs sont une interprétation artistique du gabbro. C'est un hommage, en fait. Un hommage direct à l'histoire géologique du lieu, un écho à la matière qui a été déplacée pour permettre notre passage. Et quand on parle d'échelle, certaines de ces mosaïques font plus de 3 mètres de haut. Ah oui, quand même. On ne peut pas les rater. Et ça crée un contraste fascinant entre, d'un côté, la technologie de pointe du REM, ce train futuriste, et de l'autre, le temps immémorial de la roche. D'accord, donc on a cette station Édouard-Montpetit qui est une sorte de déclaration d'intention massive. Mais est-ce que c'est le modèle partout ou est-ce que chaque station a sa propre personnalité? Ah! Et c'est là que le projet devient une véritable constellation. Chaque station a son identité. D'accord. Si on va complètement à l'autre bout de la ligne, à Ansalorme, l'ambiance est radicalement différente. Là, on trouve une œuvre de Valérie Blas. Qui n'a rien à voir avec la roche, j'imagine. Rien du tout. C'est une sculpture verticale de 20 pieds de haut. 20 pieds. Oui. Imagine une sorte de chaîne immense suspendue, avec des maillons aux formes organiques, presque comme des os ou des branches qui s'entrelacent. Intéressant. Certains sont laqués d'un noir brillant, d'autres sont d'un blanc translucide qui joue avec la lumière. Ça a été décrit comme un bijou géant. Un bijou géant dans une station de train, l'image est assez forte. Ça symbolise quoi? Et c'est là que ça devient particulièrement poignant. L'inspiration de Valérie Blas vient des terribles incendies de forêt qui ont ravagé le Québec en 2023. Ah d'accord, je vois le lien. Cette chaîne de maillons,
C'est une évocation de la transformation du paysage, de la fragilité de la nature, mais aussi de sa résilience. Bien sûr. C'est une façon de connecter l'œuvre à un événement collectif très marquant. Le trajet quotidien, pour les gens qui passent par là, se charge soudain d'une autre signification, d'une mémoire collective. On passe de la géologie millénaire à un événement tragique très récent. Le spectre est large, en effet. Et si on revient vers le centre-ville, à la gare centrale, on change encore de registre, j'imagine. Totalement. À la gare centrale, l'artiste Diane Morin a travaillé sur la fusion entre la nature et la mécanique du transit. Son installation s'appelle Inanimation, la forêt qui nous habite. Inanimation? Oui, c'est plus subtil, moins monumental. Au-dessus des escaliers roulants, il y a 20 boîtiers lumineux en aluminium. Des boîtiers lumineux? Ouais, Est-ce qu'il y a dedans? c'est presque du cinéma miniature. À l'intérieur de chaque boîtier, une séquence animée se joue en boucle. On y voit des arbres, des branches qui bougent très lentement, très subtilement. C'est poétique. C'est magnifique, parce que l'animation est inspirée d'un véritable érable centenaire qui a été numérisé. Ah, c'est pas une animation générique. Pas du tout. Et donc on a ce contraste, le mouvement mécanique, rapide des escaliers roulants, et juste au-dessus, le mouvement lent, organique, presque imperceptible de la nature. C'est un rappel constant de cette forêt qui existe en nous et autour de nous, même au cœur du béton. C'est une belle façon de le dire. On a donc la roche, le feu, la forêt. Le projet semble vouloir vraiment connecter les voyageurs aux éléments naturels. C'est un des grands thèmes, oui, mais pas le seul. Et la diversité des approches continue. Par exemple, à la station Bois-Franck, l'artiste Eliane Escoffier travaille sur la mémoire des lieux. La mémoire, c'est-à-dire? Son œuvre mêle photographie et sculpture pour évoquer la transformation du paysage, ce qu'il y avait là avant la station, avant les rails. Ah, d'accord. Donc là, on est plus dans le géologique ou l'événementiel, mais carrément dans l'historique. On demande aux gens de penser aux couches de temps qui se superposent à l'endroit où ils sont. C'est fascinant. Exactement. On superpose l'histoire humaine à l'histoire naturelle. Et cette idée du temps qui passe, de la perception, c'est aussi le cœur du travail de Patrick Bernatchez à la station de montagne. Mhm. Son installation est plus introspective, elle joue avec des cycles lumineux, sonores, pour nous faire réfléchir à notre propre expérience du voyage. D'accord. Et il y a aussi Michel Buis à Sainte-Dorothée, qui explore la coexistence, parfois étrange, parfois harmonieuse, entre l'urbanité et les poches de nature qui survivent en banlieue. Chaque artiste apporte vraiment une réflexion unique. Quand on met tout ça bout à bout, la géologie, la nature, la mémoire, on voit bien que c'est pas juste de la décoration. Il y a une vraie stratégie derrière. Pourquoi est-ce qu'une société de transport se donne autant de mal? Je pense que c'est le signe d'une tendance de fond. Après des décennies où l'efficacité pure, la fonctionnalité, primait sur tout le reste, Oui. on réalise que les gens ont besoin de se réapproprier les espaces publics. Un réseau de transport, ça peut plus être juste un tuyau efficace. Pour que les gens l'adoptent, pour qu'ils choisissent le transport en commun, il faut que l'expérience soit positive. Et l'art serait un des leviers pour y arriver. C'est un levier majeur. On peut identifier, je dirais, 3 objectifs principaux. Le premier, le plus évident, c'est d'humaniser l'espace. D'accord. Une station, c'est par définition un lieu de passage, souvent froid, anonyme. L'art lui donne une identité, une âme. Il transforme ce qu'on appelle un non-lieu en un lieu reconnaissable et accueillant. C'est vrai qu'on ne dira plus on se rejoint à la sortie de la station, mais on se rejoint près de la sculpture bijou. Exactement. Ça change tout. Ça crée des points de repère, ça rend la ville plus lisible. D'accord, ça je vois. Le deuxième objectif, c'est le soutien à la création locale. En offrant une plateforme aussi visible et monumentale à 6 artistes québécois, le REM devient un acteur culturel majeur. Il offre une visibilité incroyable. Une visibilité qui est souvent réservée aux musées, aux galeries, à un public déjà initié. Là, l'art va à la rencontre de centaines de milliers de personnes chaque jour. C'est une démocratisation de l'art en quelque sorte. Absolument. Et ça nous amène au 3e point, qui boucle la boucle avec notre idée de départ, enrichir le quotidien. C'est l'application directe du concept de « réenchanter la ville ». Mhm.
On prend un moment de routine, le transit, qui est souvent perçu comme du temps perdu, et on le transforme en une opportunité. Une opportunité de contemplation, de découverte. Exactement. On injecte de la poésie, de la pensée, de l'histoire dans les interstices de nos journées surchargées. C'est une invitation au fond, une invitation à lever les yeux de son téléphone, ne serait-ce que quelques secondes. Une invitation à se reconnecter finalement, que ce soit à l'histoire géologique de la ville, à l'environnement ou simplement à l'imaginaire d'un artiste. C'est une manière de rendre notre environnement quotidien plus riche, plus signifiant. Et si on prend un peu de recul, ce projet nous dit quelque chose d'important sur l'avenir de nos villes. Il démontre que les infrastructures, qu'on a longtemps vues comme de simples conduits fonctionnels, Oui, purement utilitaire. peuvent et doivent être des lieux de culture à part entière. Et ça soulève une question beaucoup plus large, qui va au-delà du REM.